L'histoire se déroule en 2015, où deux scientifiques, le Dr Jonas Lear et le Dr Tim Fanning, dirigent une expédition dans les hauts plateaux reculés de Bolivie. Ils sont là pour retrouver un homme de 250 ans qu'ils pensent capable d'aider à une percée médicale révolutionnaire. Ce voyage est entièrement financé par le département de la Défense et le Centre de contrôle des maladies. Sont également du voyage un représentant du département de la Défense, Clark Richard, un guide local et une équipe de sécurité. Après plusieurs jours de marche à travers la jungle, ils atteignent une grotte au fond d'un ravin. Ils entrent rapidement et découvrent que l'homme de 250 ans est enfermé dans une cage. Un jeune garçon portant un seau de sang semble en train de déverrouiller la porte. L'équipe américaine ne comprend pas la situation, et Tim s'avance pour interroger le garçon. Ce dernier leur ordonne de partir en criant le mot « Jararaca », qui signifie « vampire » en espagnol. En une fraction de seconde, la situation dégénère, le vampire attaque Tim et lui mord directement le cou. Clark trouve un long pieu en bois à proximité et parvient à le planter dans la poitrine du vampire. Cependant, le mal est déjà fait, car Tim saigne abondamment. La scène change quelques temps plus tard, nous voyons Jonas prier dans la salle d'attente d'une clinique. Il a perdu tout espoir lorsque soudain, un événement extraordinaire se produit. Tim sort dans la salle d'attente, semblant en parfaite santé. Il s'exclame même qu'il se sent incroyablement bien et qu'ils ont enfin trouvé ce qu'ils cherchaient, un remède universel contre toutes les maladies. Jonas est soulagé de voir son ami vivant, mais il remarque alors que la bouche de Tim saigne et que ses dents commencent à tomber. À travers une narration, nous apprenons que cet événement a conduit à la création du projet Noah. Il s'agit d'un programme secret financé par le gouvernement, où des scientifiques expérimentent avec le sérum sanguin de Tim. Ce sérum contient un virus qui pourrait potentiellement guérir toutes les maladies, mais qui pourrait aussi anéantir l'humanité. Pour tester les effets du virus, les scientifiques utilisent des condamnés à mort comme cobayes. 3 ans plus tard, en 2018, 2 agents fédéraux, Brad et Doyle, sont envoyés à la prison d'État de Huntsville pour une mission spéciale. Ils doivent convaincre un condamné à mort, Anthony Carter, de participer aux essais du projet Noah. Anthony a été condamné pour le meurtre de sa petite amie, mais les agents lui promettent d'effacer sa peine s'il accepte. D'abord hésitant, Anthony finit par accepter, sachant qu'il est de toute façon sur le point d'être exécuté. À la base du projet Noah dans le Colorado, la scientifique en chef, le docteur-major Nicole Syke, convoque une réunion. Une souche mutante de la grippe aviaire chinoise s'est transformée en épidémie. Il y a une crainte qu'elle ne devienne une pandémie mondiale, et les projections indiquent qu'elle pourrait atteindre les États-Unis dans 3 mois. Le Centre de contrôle des maladies estime désormais que le projet Noah est leur meilleur espoir pour développer un vaccin. Cependant, Jonas fait remarquer qu'ils sont encore loin d'en avoir un. Un autre scientifique intervient et propose une idée légèrement controversée. Il les conduit alors au sous-sol, où sont gardés les patients. Il explique que Tim est le patient zéro. Lorsqu'il a été exposé au virus à 52 ans, il a d'abord connu une période de guérison accélérée, avant de sombrer dans un état quasi catatonique, devenant une créature assoiffée de sang. Il est néanmoins immunisé contre toutes les maladies. Après Tim, le projet Noah a commencé à utiliser les condamnés à mort pour ses expériences. Ils ont injecté à ces cobayes son sérum sanguin, en modifiant certains paramètres. Chaque patient restait en bonne santé plus longtemps, mais finissait inévitablement par se transformer en vampire. Le meilleur résultat obtenu jusqu'ici est une patiente nommée Shona Babcock. Il lui a fallu 28 jours avant de commencer à montrer des signes de mutation, et elle a conservé une apparence humaine. Grâce à ces observations, Daniel comprend que ce n'est pas seulement le sérum qui joue un rôle, mais aussi l'âge du patient. Le virus attaque les neurones, et plus un patient est jeune, plus il en possède. Leur dernier patient, Anthony Carter, a 25 ans et arrivera au centre demain. Mais ce dont ils ont réellement besoin, c'est d'un enfant, qui pourrait subir la transformation avec un minimum d'effets secondaires. La scène change et nous faisons la connaissance d'Amy Belafonte, dont la mère est morte d'une overdose quelques jours plus tôt. Elle n'a aucune famille proche ou éloignée, ce qui fait d'elle le cobaye parfait pour les expériences du projet Noah. Dans le Colorado, les agents Brad et Doyle livrent Anthony à la base du projet. Ils sont accueillis par Clark, qui serre Brad chaleureusement dans ses bras. On apprend qu'ils sont d'anciens amis ayant servi ensemble dans les forces spéciales. Clark remet alors à Brad son prochain dossier, les informations sur Amy Belafonte. Quelques heures plus tard, les 2 agents arrivent chez la famille d'accueil d'Amy et discutent avec elle. Brad lui explique que le gouvernement pense que sa mère est morte après avoir été exposée à une toxine dangereuse. Ils doivent l'emmener voir un spécialiste dans le Colorado pour vérifier si elle a été contaminée. Mais Amy sent que quelque chose ne va pas méfiante, elle prend son sac à dos, saute par la fenêtre et s'enfuit. Les agents remarquent sa fuite et se lancent à sa poursuite. Doyle finit par l'attraper et tente de l'emmener de force. Amy se débat, mais Doyle la gifle violemment pour la calmer. Une fois dans la voiture, Brad conduit jusqu'à sortir du quartier.
Mais soudain, il freine brusquement, attrape Doyle par le cou et lui écrase le visage contre le tableau de bord. Il le prévient que s'il ose encore toucher Amy, il n'hésitera pas à le tuer. Pendant ce temps, au projet Noah, un employé nommé Lawrence parle avec Jonas. Il lui révèle que plusieurs employés font des cauchemars réalistes impliquant Tim. Jonas ne prend pas ces témoignages au sérieux et les met sur le compte du stress. Plus tard dans la nuit, Clark rend visite à sa petite amie Nicole dans ses quartiers privés. Après avoir discuté un moment, ils deviennent intimes. Cependant, en plein débat, Clark commence à avoir une hallucination troublante, Shona Babcock apparaît devant lui et l'accuse de lui avoir menti. Elle révèle alors son visage de vampire et ses crocs acérés. Clark sursaute et se rend compte qu'il était en train de rêver. Pendant ce temps, les agents Brad et Doyle ramènent Amy à la base. En route, ils s'arrêtent pour déjeuner, et Amy remarque un carnaval à proximité. Enthousiaste, elle demande à y aller, et Brad accepte. Ils passent un moment agréable, et une connexion commence à se créer entre eux. Mais soudain, Brad reçoit un appel de son ex-femme, Layla. On apprend qu'ils se sont séparés après la mort tragique de leur premier enfant. Brad n'a jamais surmonté cette perte, ce qui explique pourquoi il est si protecteur envers Amy. Après l'appel téléphonique avec sa femme, Brad replonge dans ses pensées à propos de sa fille décédée. Il est pleinement conscient que quelque chose de louche et dangereux se trame au projet Noah. Il décide donc de ne pas y emmener Amy afin de lui sauver la vie. Brad suit alors Doyle jusqu'aux toilettes et lui assène une attaque surprise, le laissant temporairement inconscient. Ensuite, il prend Amy et lui annonce que le plan a changé. Ils volent une voiture sur un parking voisin et prennent une autre direction. Après plusieurs heures de route, Brad emmène Amy au bord d'un lac pour qu'elle puisse faire ses adieux à sa mère comme il se doit. L'enfant, qui avait refoulé son chagrin pendant plusieurs jours, finit par éclater en sanglots. Elle se laisse aller à la douleur et se blottit dans les bras de Brad en pleurant. Lorsque la nouvelle de la fuite de Brad parvient au Colorado, Clark est immédiatement envoyé à sa recherche. Pendant ce temps, Anthony commence lui aussi à avoir d'étranges hallucinations à propos de Tim. Ce dernier lui affirme que les choses vont empirer, mais qu'il sera là pour l'aider. Un peu plus tard, Brad s'arrête dans une station-service et voit son visage affiché sur toutes les chaînes d'information. Il découvre qu'il est maintenant recherché pour l'enlèvement d'une fillette de 10 ans. Pris de panique, il se rend à une cabine téléphonique et appelle son ex-femme pour lui dire la vérité. Mais il comprend rapidement que Clark est déjà chez elle, en train de l'interroger pour savoir si elle a eu des nouvelles de lui. Heureusement, Layla fait semblant de recevoir un appel d'un patient et prétend qu'elle a de la visite. Brad comprend le message et, avant de raccrocher, lui confie qu'il l'aime toujours. De retour à la voiture, Brad aperçoit un shérif qui s'approche. Il décide alors de se rendre, pensant qu'Amy serait plus en sécurité si son histoire devenait publique. Lui et la petite fille sont emmenés au poste de police le plus proche. Mais cela s'avère être une grave erreur, car Brad entend les policiers recevoir un appel du département de la Défense. Il comprend immédiatement que les autorités ne laisseront jamais Amy être exposée au grand public. Brad élabore alors un plan rapide pour s'évader du commissariat. Il remarque que le shérif est occupé ailleurs et demande à Amy de voler les clés des menottes derrière le comptoir. La fillette s'exécute, et en quelques secondes, Brad parvient à se libérer. À cet instant précis, Clark et ses hommes font irruption dans le poste de police. Ils sont sur le point d'affronter Brad, mais ce dernier s'empare de l'arme du shérif. Une fusillade éclate alors, tuant 3 policiers, dont le shérif. Ancien membre des forces spéciales, Brad fait preuve de redoutables compétences au combat. Il abat plusieurs hommes avant d'en venir aux mains avec l'un d'eux. Peu après, Brad et Amy tentent de s'échapper, mais se retrouvent face à Clark. Ce dernier hésite à tirer sur son vieil ami, avec qui il partage une profonde amitié. Brad en profite pour tirer sur un extincteur, forçant Clark à reculer. Il attrape alors Amy et s'enfuit en volant une voiture de police. Malheureusement, leur fuite a un prix, Amy remarque bientôt que Brad a été blessé par balle. Bien qu'il tienne bon, il perd beaucoup de sang au niveau de l'abdomen. Après avoir mis un peu de distance avec leurs poursuivants, Brad abandonne la voiture de police et vole un vieux break familial. Il prévoit de se rendre en Arizona, mais est contraint de s'arrêter après quelques minutes. Affaibli par la perte de sang, il finit par perdre connaissance au volant. Pendant ce temps, Clark ordonne à l'un de ses agents de pirater le téléphone de Layla. Cela s'avère crucial, car peu après, Amy utilise un téléphone volé pour appeler Layla. Cette dernière guide la fillette sur la manière de vérifier les signes vitaux de Brad. Une fois qu'il confirme que l'hémorragie s'est arrêtée, Amy pince la poitrine de Brad pour le réveiller et lui tend le téléphone. Mais Brad, réalisant que l'appel pourrait être tracé, jette immédiatement l'appareil. De retour au projet Noah, Jonas injecte à Anthony un sérum à base de sang contaminé et lui implante une puce électronique dans le cou. Pendant ce temps, Brad et Amy atteignent une vieille maison au fin fond d'une forêt. L'endroit semble abandonné,
jusqu'à ce que Brad délibérément déclenche un fil-piège, activant une alarme. Une femme nommée Lacey apparaît bientôt, armée d'un fusil d'assaut. Cependant, dès qu'elle reconnaît Brad, elle abaisse son arme. On apprend alors que Lacey était l'instructrice militaire de Brad dans la marine, et qu'elle l'avait mis en garde contre son implication dans le projet Noah. Malgré tout, elle accepte de leur offrir un refuge pendant quelques jours. Ce qu'ils ignorent, c'est que Clark a déjà retrouvé leurs traces. Au petit matin, plusieurs agents lourdement armés prennent d'assaut la propriété. Brad et Lacey sont en train de prendre leur petit déjeuner lorsqu'ils entendent les alarmes retentir dans toute la maison. Ils attrapent immédiatement leurs armes et ouvrent le feu sur les assaillants. Cependant, Lacey est blessé lors de l'échange de tirs, forçant Brad à se rendre pour lui éviter d'être tué. Il espère que cela donnera à Amy suffisamment de temps pour s'enfuir par la porte arrière. Mais Clark menace d'exécuter Brad sur place, obligeant Amy à se rendre également. Le duo est alors embarqué dans un convoi blindé et emmené vers une destination inconnue. En route vers le Colorado, Clark se remémore la première fois qu'il a rencontré Shauna. Il l'avait trouvée alors que certains de ses hommes tentaient d'abuser d'elle. Clark les avait violemment passés à tabac avant de les chasser, puis il avait essayé de rassurer Shauna. Les deux avaient alors discuté de leur passé et étaient rapidement devenus amis. Clark lui avait aussi promis que les tests ne lui feraient pas mal. Une fois arrivés à l'installation, Amy et Brad sont immédiatement séparés. Nicole rend ensuite visite à la fillette et lui explique qu'elle pourrait être le dernier espoir pour des millions de personnes. Amy finit par accepter, mais à une condition, Brad doit rester à ses côtés en permanence. Quelques instants plus tard, Clark amène Brad et lui fait un résumé de ce qui se passe dans le laboratoire. Nicole lui explique ensuite la gravité du virus de la grippe aviaire, qui pourrait tuer jusqu'à 3 millions de personnes innocentes. En entendant cela, Brad accepte finalement de coopérer, mais à une seule condition, Amy doit pouvoir choisir d'accepter ou de refuser tout traitement médical. Il la rejoint ensuite dans sa chambre mais découvre que les médecins lui ont déjà implanté une puce de traçage dans le cou. Plus tard dans l'après-midi, Nicole revient dans la chambre et injecte le sérum à Amy. Cela permet à Tim, qui est enfermé dans une cellule spéciale au sous-sol, de ressentir la présence de la fillette. Par la suite, Amy et Brad font une sieste, mais ce dernier est réveillé en sursaut par Lawrence, le concierge. Ce dernier tente de prévenir Brad que quelqu'un nommé Tim s'en prendra à l'enfant. Mais leur conversation est rapidement interrompue par deux gardes, qui les séparent de force. Plus tard, Brad rencontre Anthony, qui occupe la chambre voisine de celle d'Amy. Le jeune homme lui confie qu'il fait aussi des cauchemars étranges à propos d'un certain Tim. Cela intrigue Brad, qui décide alors d'enquêter sur l'identité de Tim. Un soir, Brad parvient à s'infiltrer dans le sous-sol, une immense zone marquée 4B. Il découvre que tous les cobayes humains sont devenus des créatures monstrueuses et culpabilise de les avoir amenés ici depuis la prison. Brad est en train d'observer la cellule de Tim quand Jonas fait soudainement son apparition. Mais le scientifique ne semble pas du tout inquiet de voir Brad ici. Au contraire, il semble même heureux d'avoir enfin l'occasion de lui parler. Il lui explique que l'apparence monstrueuse des sujets est un effet secondaire du sérum, mais qu'ils font tout cela dans le but de sauver des vies. Brad retourne alors dans sa chambre, perturbé par ces nouvelles informations, et décide de se reposer. Mais à son grand effroi, il fait un cauchemar terrifiant où Tim lui ordonne de rester en dehors de son chemin. Quelques jours après cet incident, des événements sombres et inquiétants commencent à se produire au projet Noah. Jonas découvre que le cerveau de Tim, qui était dans un état végétatif depuis des années, affiche maintenant une activité électromagnétique anormalement puissante. D'un autre côté, lorsqu'une infirmière vérifie l'état d'Anthony, elle le trouve en pleine crise de panique, avec une fièvre extrêmement élevée. Les médecins décident alors de lui injecter une nouvelle formule du sérum. Au même moment, Paulson, l'un des soldats les plus fidèles de Clark, semble avoir perdu la tête. Il grimpe sur le toit d'un bâtiment voisin, armé d'un fusil de sniper, et tire sur la station électrique, plongeant toute l'installation dans le noir. Maintenant, Clark doit rétablir le courant en urgence, car les médecins ont besoin des machines de refroidissement pour sauver Anthony. Avec le temps qui presse, Brad intervient et propose de négocier avec l'agent rebelle. On apprend alors que Brad était auparavant négociateur de crise dans les forces spéciales. Pendant ce temps, Anthony tombe dans un coma étrange, où il rêve sans arrêt de sa petite amie. On découvre alors que Tim est derrière ses visions et qu'il manipule délibérément Anthony. Son objectif ? Créer sa propre armée de vampires en contrôlant tous les cobayes du projet Noah. Il est en train d'accélérer la mutation d'Anthony, qui passera bientôt de simple humain à un vampire accompli comme lui. De retour à l'extérieur, Brad atteint le toit et parle à Paulson. Ce dernier avoue qu'il a volé un échantillon du sang de Tim et l'a caché quelque part. S'il meurt, personne ne pourra jamais le retrouver. Brad lui confie alors qu'il veut lui aussi faire tomber le projet Noah, en mentionnant ses rêves et ce qu'il a vu dans la section 4B. Paulson est finalement convaincu et s'apprête à révéler tout ce qu'il sait.
Mais à ce moment précis, Clark surgit et lui tire une balle en pleine tête. Peu après, le courant est rétabli, et les médecins se précipitent pour sauver Anthony. Mais il est trop tard. Tim a déjà pris le contrôle total de son esprit. On découvre alors une vérité choquante. Anthony n'a jamais tué sa petite amie. En réalité, elle s'était suicidée, mais il avait été accusé à tort, uniquement parce qu'il était un jeune homme noir. C'est en exploitant cette colère refoulée que Tim le pousse à céder et à accepter la mutation. Anthony finit par succomber, et lorsqu'il se réveille, il est devenu un vampire. Il se jette immédiatement sur un médecin et commence à boire son sang. Un Jonas paniqué tente de l'aider, mais Nicole l'entraîne hors de la pièce. L'épisode se termine sur une image troublante. Jonas a du sang infecté sur son visage.